Sous l'effet du réchauffement climatique, les calottes glaciaires de l'Arctique et de l'Antarctique ont déjà commencé à disparaître. Leur fonte, ainsi que la dilatation thermique, vont inévitablement mener à la montée du niveau des mers et océans. Et nous allons aujourd'hui essayer de voir quelles sont les causes de cette montée des eaux et en quoi elle a un impact sur l'agriculture et sur la migration. Mais qu'est-ce qu'ils font exactement quand le niveau de la mer monte ? Contrairement à ce qu'on pourrait penser naturellement, ce n'est pas la banquise. Pour comprendre pourquoi ce n'est pas la fonte de la banquise qui fait monter le niveau de la mer, il faut savoir faire la différence entre les deux types de glace. La glace de la terre, les glaciers, et la glace de la mer, la banquise. Quand la glace de la terre fond, c'est elle qui rajoute de l'eau dans les mers. Pour mieux comprendre ce phénomène, on peut réaliser une expérience assez simple. On dispose de bacs, celui de gauche représente les glaciers et celui de droite la banquise. Une fois que les glaces disposées dans ces deux bacs ont fondu, on voit bien que le niveau de gauche a augmenté alors que celui de droite est resté le même. En effet, dans la banquise, la glace occupe le même volume, qu'elle soit à l'état solide ou fondue. Un autre facteur à cette montée des eaux est la dilatation thermique. Et c'est le facteur principal. Et voici comment ça marche. Dans une substance froide, les particules sont plus rapprochées. C'est ce qu'on voit sur le thermomètre de gauche. Alors qu'elles prennent de l'expansion lors d'une augmentation de la température. C'est le thermomètre de droite. Si le mercure grimpe de 3 degrés, ce sont des zones où vivent plus de 810 millions de personnes qui se retrouveraient sous les eaux. Ce scénario est pour l'instant privilégié par le GIEC si les émissions mondiales de gaz à effet de serre se poursuivent à leur rythme actuel. Tout cela a un impact majeur sur quelque chose qui nous concerne tous de plus ou moins loin, l'agriculture. Pour parler de l'agriculture, prenons l'exemple d'un fleuve que vous connaissez tous, le Nil. La région du Delta est un écosystème en soi et le garde-manger du pays. Cette région est surpeuplée. En effet, elle abrite 40 millions d'habitants, soit la moitié de la population égyptienne. Il est couvert d'une terre extrêmement fertile qui est malheureusement menacée d'être submergée. À moins de 45 cm de la surface du sol se trouve l'eau qui remonte par capillarité. Celle-ci est très salée et pose un problème pour l'agriculture. En effet, elle est un poison pour les plantes de par sa salinité. Les terres souffrent de leur surexploitation, mais elles peinent aussi sous le réchauffement climatique et ses conséquences. Cela entraîne des précipitations de plus en plus intenses, ainsi que de l'érosion très forte et des glissements de terrain. Résultat, des terres dégradées et de moins en moins productives. Mais au final, quel est l'impact pour les personnes vivant dans des zones touchées par la montée des eaux ? En 2050, on estime à 250 millions le nombre de réfugiés climatiques. Un réfugié climatique, concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est une personne contrainte de quitter son pays ou sa région suite à la dégradation de son environnement ou à des catastrophes naturelles dues au réchauffement climatique. Les conséquences de ce réchauffement climatique ont la plupart du temps lieu dans les pays émergents, qui sont des pays en partie surpeuplés. Les réfugiés climatiques ne bénéficient pas du statut de réfugié à l'international, car jusqu'à présent, le statut de réfugié était défini par la Convention de Genève comme une personne victime de persécution ou voulant fuir une zone de guerre. Tout de même, il y a une progression qui a été marquée lors de la COP21 lorsque Marine Ubaldo a témoigné des conséquences du typhon Hagan aux Philippines qui a provoqué des milliers de morts et 24 000 blessés, faisant fuir les rescapés.